Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je voudrais remercier Christophe et toute l'équipe du musée de la Villa Loupian pour leur invitation. Voilà, à présenter les résultats de notre dernier programme de recherche sur le site d'Ambrussom. Donc, c'est des données, on va dire, presque toutes fraîches, parce qu'on a terminé le terrain en août 2024, après 9 campagnes de terrain sur le forum. Donc on vient de clôturer tout le programme de fouilles dans le secteur que je vais vous présenter, sur l'oppidum, et maintenant qui annonce plusieurs années de travaux, on va dire, en laboratoire pour l'étude du mobilier et de préparation à la publication de ces résultats. Voilà. Donc c'est un projet de recherche qu'on a initié en 2016, voilà, et que toute une équipe du labo de Montpellier, le labo archéologie des sociétés méditerranéennes, basé à Montpellier, l'université Paul Valéry, et évidemment en association aussi avec l'association des Amis d'Ambrussom, qui est porteuse du projet, le ministère de la Culture, le département de l'Hérault, la région Occitanie, Mosaïque Archéologie, et l'agglo de Lunel et la ville de Lunel. Voilà, donc c'était une grosse opération dans le cadre d'un chantier d'archéologie programmé, voilà, donc qui a permis la formation de plusieurs dizaines d'étudiants en archéologie, et dont certains, on va dire, sont montés en grade et ont pris des responsabilités à la suite sur le terrain. Voilà. Donc ça, c'est des choses que je vais vous expliquer. Et même si je vais essayer de centrer la conférence, voilà, sur la période chronologique qui nous intéresse, donc à savoir les 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ, comme l'a expliqué Christophe, c'est quand même un site très particulier, très important pour l'étude de la romanisation. Et de manière à ce que vous compreniez bien un peu tout le processus, on va faire des petits points avant le 2e à l'époque proto-historique, et on va déborder un petit peu sur le 1er siècle après Jésus-Christ pour que vous voyez vraiment tout le processus, enfin, un des processus de romanisation sur le site d'Ambrussom à partir du centre public. Donc le site d'Ambrussom, donc on est pile entre Nîmes et Montpellier. Voilà, donc c'est les petites étoiles bleues que vous voyez ici. Dans la vallée du Vidourle, donc ce fleuve méditerranéen, ce fleuve côtier que je pense que vous connaissez tous, qui est célèbre pour ses crues pouvant être violentes, les célèbres vidourlades, comme on les appelle par chez nous. Voilà, donc c'est typiquement un fleuve à régime méditerranéen qui traverse un peu tout le système méditerranéen et spécifiquement languedocien, à savoir des zones de basse et de moyenne montagne au pied des Cévennes, et il dévale petit à petit toutes les collines calcaires pour ensuite aller se jeter dans la mer au niveau du Grau-du-Roi, après avoir traversé toute la plaine littorale. Et le site d'Ambrussom est situé vraiment à une position stratégique, puisqu'il est vraiment situé à la jonction entre la plaine littorale et les premières collines, ce qui lui confère une situation particulière avec une domination sur une partie de l'arrière-pays et sur le littoral. Donc voilà une vue aérienne du site. Donc c'est un site qui est grand, hein. Ça fait plus de 10 hectares en tout. Il y a trois entités principales, à savoir l'oppidum, donc à savoir une agglomération de hauteur fortifiée d'époque gauloise, qui est fortifiée à partir de la fin du IVe siècle ou du début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. En contrebas, dans la plaine, on a la station routière sur la Via Domitia, et en troisième entité, on a le pont, dont il ne reste qu'une seule arche à l'heure actuelle, mais qui devait en comporter entre 9 et 11 à l'époque romaine, et qui permettait à la Via Domitia de franchir le Vidourle. Voilà, donc c'est un des sites, c'est un des chantiers emblématiques de l'école languedocienne, Ambrussom,
puisque c'est une fouille qui a démarré, bon, déjà c'est un site qui est connu, dont on a les premières traces de recherche à la fin dans le courant du XVIIe siècle, mais vraiment les premières fouilles ont été initiées au tout début du XXe siècle, qui ont permis, on va dire, l'établissement des premières chronologies et la découverte des premiers vestiges. Et il faut attendre la fin des années 60 pour voir se développer des chantiers écoles. Voilà, sous la direction de Jean-Luc Fiche, qui était directeur de recherche au CNRS, et qui a conduit pendant plus de 40 ans les fouilles sur le site d'Ambrussom, d'abord sur l'oppidum, et ensuite au bord du Vidourle, dans la station routière. Voilà. Donc là où a été formé plusieurs centaines d'étudiants. Alors, le site... Voilà, comme je disais, le site d'Ambrussom, le cœur même de cette agglomération, c'est l'oppidum. Donc cette agglomération fortifiée sur la colline du Devès, donc qui domine le Vidourle. Elle s'étend sur à peu près 6 hectares. 6 hectares encerclés par un rempart. Donc, vous voyez une illustration au tableau. Un rempart qui a été reconnu, voilà, sur plus de 600 mètres de long, donc presque une trentaine de tours semi-circulaires composent cette fortification. Donc, si vous connaissez un peu les sites aux alentours, il y a notamment le site de Nage à proximité, fouillé par Michel Py, et dont on a quasiment le même style de rempart. Hein. Voilà. Donc c'est un rempart qui est bien connu pour ses parties occidentales et méridionales. Par contre, toute la partie nord et la partie orientale sont assez mal connues, si bien qu'on se demande, alors, est-ce que le rempart a été détruit de ce côté-là, ou y avait-il vraiment un rempart, puisque là, on est directement en bordure de falaise, au bord du Vidourle. Il est possible que l'éperon, en fait, fasse lui-même l'objet de défense, quoi, naturelle. Voilà. Donc c'est un site important. Malheureusement, pour la période proto-historique, on connaît encore assez mal l'urbanisation, la topographie urbaine de cette agglomération. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a quasiment 95% du site qui reste à fouiller. Donc vous voyez tous les points ici. Là ici, c'est le quartier central, là, le centre civique sur lequel on travaille. Et vous avez 2 maisons, là et là, 2 maisons gallo-romaines, et la voie pavée qui traverse l'agglomération, ici. Voilà, ce sont les secteurs qui ont été fouillés jusqu'à présent, mais il y a encore tout le reste de la colline à fouiller. Donc il y a encore énormément de travail, il y en a pour encore des générations d'archéologues. Hein. Mais il faut savoir qu'aussi la difficulté, c'est si on veut étudier la période proto-historique, eh ben, il y a toute la ville romaine à fouiller avant. Voilà. Comme vous allez le voir, les Romains ont fait quand même pas mal de dégâts sur les vestiges plus anciens, ce qui complexifie notre approche de la topographie urbaine de la ville proto-historique. Mais la fouille du forum nous a permis quand même d'avoir des données très intéressantes sur le sujet. Alors, une agglomération qui se développe sur sa partie, sur la colline, dès la fin du IVe, début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il faut savoir qu'en parallèle, en contrebas, une partie du secteur sous la station routière gallo-romaine était aussi occupée à l'époque gauloise. On y a retrouvé des niveaux d'occupation, des foyers, des traces d'habitation datées de cette période. Il faut savoir que les études géoarchéologiques, il y a eu de grandes tranchées de diagnostic qui ont été réalisées dans le quartier bas pour l'étude en fait, des rythmes de crue du fleuve, ont permis en fait, de repérer une phase où le fleuve était très encaissé, très peu soumis aux crues, ce qui fait que ils ont pris leurs aises, hein, ils sont allés s'installer en contrebas, ils ne risquaient pas grand-chose. Et c'est d'ailleurs dans ce secteur-là également qu'a été retrouvée une partie de la nécropole proto-historique. Donc une nécropole à crémation. Il y a plus d'une vingtaine de tombes qui ont été fouillées entre 1999 et 2003. Voilà. Donc c'est un des rares exemples dans la région de nécropole associée directement à son agglomération. Il y a Beaucaire, il y a Anserune, Ambrussom. Voilà, ce sont vraiment les 3 sites principaux dans la région. Par la suite, à la suite de la conquête romaine à la fin du IIe siècle,
Et on voit en fait de très forts changements dans l'urbanisme. On va y revenir. Et c'est à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc lors de l'avènement d'Auguste, où l'empereur en fait réorganise tout le réseau urbain de la province de Narbonnaise. Et ça passe également par une politique d'aménagement des réseaux de communication. Donc, éventuellement, on pense à la Via Domitia. Au bord de cette Via Domitia, on y construit des ouvrages d'art, donc comme le pont, voilà, qui est ici sur le Vidourle, et également des stations routières. Donc vous avez plusieurs types de stations routières. Vous avez les mantios, donc ce sont des auberges sur les bords de voies. Et vous avez les mutatio. Donc les mutatio, comme en Brussomme, ce sont des grosses, on va dire, pour vulgariser, des grosses aires d'autoroute. Voilà. Vous allez y trouver des hôtelleries, des auberges, un sanctuaire, des thermes. On a même une maison avec une forge pour la réparation des charrettes. Donc vraiment tout un quartier spécialisé dans l'accueil des voyageurs et qui est totalement indépendant de la ville haute. Voilà. Ce n'est pas une extension de la ville, ce n'est pas un glissement, on va dire, les gens ne sont pas descendus de la colline pour aller habiter en plaine, c'est vraiment l'installation vraiment d'un quartier spécialisé. Et il faut savoir d'autant plus qu'on est au bord de la Via Domitia. Donc la Via Domitia, ce n'est pas le petit chemin de campagne, c'est quand même une via publica qui relie Rome à l'Espagne. C'est avant tout une voie dédiée à la circulation des armées, de l'administration impériale et notamment de la poste. Et on pense qu'à Ambrussum, en fait, on avait des bâtiments qui étaient dédiés justement à l'accueil de ces fonctionnaires d'État. Voilà. Donc on a vraiment, on va dire, des infrastructures qui sont mises en place non pas par les habitants d'Ambrussum, mais certainement par le pouvoir impérial. Et cette configuration très très particulière va avoir certainement en fait un impact sur l'aménagement de la ville haute et notamment du forum. Donc là, une vue des derniers bâtiments que l'on a fouillés au tout début des années 2000 dans la station routière. Donc vous voyez, c'est un bâtiment tout à fait particulier, de plan rectangulaire, avec une voie, enfin, une cour pavée en son centre. On pense que voilà, c'était par des comparaisons d'autres bâtiments dans la région, mais également dans le monde romain. On pense qu'en fait, c'était un bâtiment qui était dédié à l'accueil des fonctionnaires d'État, et notamment du cursus publicus, à savoir les fonctionnaires de la poste impériale. Voilà. Donc c'est un bâtiment quand même qui fait plus de 1000 mètres carrés, qui donne en fait sur plusieurs pièces, essentiellement des chambres, des cuisines. Il est ouvert dans sa partie sud sur une galerie et un petit établissement de bain directement ici dans sa partie sud. Voilà. Donc c'est un bâtiment tout à fait atypique et dont on a daté, on va dire, la construction au tout début de la construction de la via de la station routière à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il faut savoir que en Brussomme, on est, même si on n'a pas retrouvé le panneau d'entrée d'agglomération, on a plusieurs textes qui mentionnent la ville, notamment des itinéraires sur des itinéraires antiques, et qui donne vraiment la situation d'Ambrussum, pile entre Nîmes et Montpellier. Donc on est, de ce côté-là, on est bon. On a des infrastructures qui correspondent à ce type d'aménagement. Et on a le pont, qu'on appelle encore le pont Ambrois. Et donc en fait, voilà, il n'y a quasiment aucun doute sur la situation de cette ville. Alors le site d'Ambrussum, donc l'oppidum perdure jusqu'au IIe siècle, à la suite de quoi il est abandonné. Mais le quartier bas, lui, continue d'être utilisé jusqu'à quasiment la fin de l'Empire romain. Et il est abandonné au tout début du 5e siècle. Voilà. Il est abandonné au début du 5e siècle. Il faut savoir qu'il est mentionné encore en 333 sur un itinéraire antique. Et en fait, on sait qu'à cette époque, il ne reste plus qu'un seul bâtiment,
c'est celui qui est présenté à l'écran. Voilà. Donc en fait, on sait que voilà, au 4e, 5e siècle, il ne reste plus que ce bâtiment. Voilà. Et ensuite, quasiment plus rien, jusqu'à l'époque médiévale, puisqu'on a une église qui est connue par les textes, mais également par les découvertes du début du XXe siècle, dans la broussaille, au bord du Vidourle, et qui fait encore le lien pour le passage du fleuve. Voilà. Le pont, lui, continue d'être utilisé quasiment jusqu'au XIIIe, voire peut-être au XIVe siècle. Après, à partir du XIVe siècle, on a des textes qui mentionnent en fait comme quoi le pont sert de carrière de pierre pour la construction de certains monuments du village voisin, Galargues-le-Montueux. Voilà. Donc on sait qu'à cette époque, au moins à la fin du XIVe siècle, le pont n'est plus utilisé et il sert de carrière de pierre et il est détruit petit à petit par les crues du Vidourle. Voilà. Sachant qu'il avait encore 2 arches en 1933. Voilà. Alors, après cette petite introduction, on pourra revenir après si vous avez des questions en fin de conférence sur des détails de la station routière. Mais déjà, le projet de recherche que l'on mène, donc en fait, est centré sur l'organisation du centre public. Donc, dans le courant des années 70, Jean-Luc Fiche et ses équipes ont, en plus de maisons gallo-romaines et de la voie pavée principale, ont dégagé, en fait, sur un des points hauts de la ville, une sorte de plateau. On va y revenir. On dégageait ce bâtiment tout à fait particulier, vous voyez, avec une colonnade centrale, un bâtiment de plan rectangulaire à double nef, et également plusieurs pièces ouvertes sur plusieurs pièces au sud, et également sur une place d'allée au nord. Alors ce bâtiment avait été interprété à l'époque difficilement. On n'avait pas encore des comparatifs comme on a maintenant à l'heure actuelle. Et également parce qu'en fait, c'est un bâtiment qui est posé directement sur le rocher et qui est très très arasé. Voilà. Il n'y a que les fondations, les niveaux de sol ont quasiment tous disparu. Et il ne restait que les niveaux d'abandon. Voilà. Mais malgré tout, grâce à des comparaisons, à certaines comparaisons, ils ont pu identifier ce bâtiment comme étant la basilique. Donc, c'est-à-dire le tribunal administratif, le tribunal de commerce de la ville romaine, voilà, qui aurait été, d'après les quelques éléments de la fouille, construit au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Mais malheureusement, pas beaucoup d'éléments à se mettre sous la dent. N'empêche, les premières hypothèses, en fait, étaient les suivantes. L'implantation d'un centre public au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ est couplée à un monnayage. Alors, il faut savoir qu'on a un monnayage qui est très spécifique à Ambrussum, puisqu'il y a des monnaies qui est frappée à Ambrussum, et qui, à l'origine, à cette époque-là, je vais y revenir très rapidement, était datée aussi du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, on a 1er siècle avant Jésus-Christ, la frappe d'une monnaie, des bâtiments publics. L'hypothèse était qu'à cette époque, l'agglomération était autonome. Après la conquête romaine, c'était une agglomération qui était autonome, avec ses notables, ses bâtiments publics, et qui gérait eux-mêmes son administration. Mais il s'avère que la question était ensuite, est-ce que l'agglomération garde cette autonomie à la fin, dès l'avènement d'Auguste? Parce qu'il faut savoir qu'à partir de l'avènement d'Auguste, on a le rattachement de 24 agglomérations dans la cité de Nîmes, directement au chef-lieu de Nîmes. Donc, ces agglomérations qui sont rattachées à Nîmes, en fait, les aristocrates, les notables vont exercer leurs fonctions administratives et politiques au chef-lieu, Nîmes, et non plus dans leur propre ville. Ce qui fait, c'est que ces villes, en fait, n'ont plus de ce type de bâtiments publics et sont progressivement, en fait,
dépendante de Nîmes. Donc la question était, est-ce que Ambrussum fait partie de ces 24, ce qu'on appelle les oppida ignobila, des oppida qui ne méritent plus d'être cités dans les textes, puisqu'ils sont, du coup, ils sont rattachés à leur chef-lieu, ou est-ce que la ville continue de jouir d'une autonomie municipale, malgré la conquête romaine? Voilà, donc c'est une des questions que l'on s'est posées, c'est vraiment la question principale, l'évolution du statut de l'agglomération entre on va dire entre le début de la conquête romaine et le début de l'Empire. Voilà. Ça, plus également toute l'organisation, une partie de l'organisation urbaine de ce centre public. Donc voilà, pour rappel, voilà, on a un contexte quand même particulier. Donc déjà, la frappe monétaire. Alors, il faut savoir qu'on est revenu sur les datations, à l'origine qui étaient aux alentours de 50 avant Jésus-Christ, puisqu'on a retrouvé, plusieurs exemplaires de cette monnaie sur le forum, et qui ont permis en fait de voir qu'on a une monnaie qui ne comporte pas de légende latine, comme on le pensait, mais une légende en gallo-grec. Ce qui fait, c'est qu'on est sur un monnayage en fait, qui est basé sur les monnaies grecques de Marseille, et qui veut dire qu'on est un petit peu avant 50 avant Jésus-Christ, mais plutôt à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc ça change, au niveau politique, ça change un petit peu la donne, on y reviendra. Sachant que, voilà, vers 75 avant, on a une reconnaissance d'une existence juridique et territoriale du peuple des Volcarécomiques, donc c'est ce peuple qui occupe toute la cité de Nîmes, donc ça, ils vont du Rhône quasiment jusqu'ici, jusqu'au bassin de Thau. On a une reconnaissance de ce peuple en 75 avant Jésus-Christ, et vers 48, César accorde le droit latin, donc c'est-à-dire que les notables peuvent accéder à la citoyenneté romaine. Ce qui n'est pas rien. Voilà. Donc c'est un cadre politique qui est très très particulier et en fait qui a conduit en fait aux modifications urbaines que l'on va développer dans le cadre de cette conférence, parce que vous allez voir qu'en fait toute cette chronologie en fait est liée à l'évolution de ces bâtiments publics. Voilà. Et ça a été une des principales découvertes de cette fouille. Voilà. Donc voilà, Ambrussum, au sein de la cité de Nîmes, vous voyez, c'était quand même un très très grand territoire. C'est le Gard plus une partie de l'Hérault. Hein. Voilà, donc c'est quand même un très très gros territoire. Voilà. Donc on est parti de ces résultats. Et on a ouvert la fouille, en fait, quasiment sur 800 mètres carrés au nord. Alors, pourquoi dans ce secteur-là? Parce qu'en fait, les équipes de Jean-Luc Fiche avaient mis en évidence, vous voyez, un grand mur cerclé en rouge, qui avait été identifié comme un mur de soutènement. Donc, certainement un mur de soutènement d'une terrasse qui devait supporter, en fait, des bâtiments. Donc, en fait, on est parti de ces résultats, et on a dégagé toute la partie qui est entourée en rouge, pour voir comment se développent ces bâtiments et comment évoluent ces bâtiments. Donc à l'origine, on était parti pour faire 2-3 campagnes, histoire de sortir le plan. On se dit, bah, c'est un peu râpé, c'est comme la basilique, on va vite être sur le rocher. Bah, finalement, on a fini en 2024, on y est resté 9 ans. Hein, parce qu'on s'est vite rendu compte que on était effectivement sur une terrasse artificielle qui a été aménagée pour pouvoir implanter ce forum, mais que grâce justement à la réalisation de cette terrasse, eh ben, on a eu une très très bonne conservation des niveaux plus anciens, ce qui nous a permis en fait de remonter le temps petit à petit et de pouvoir vraiment comprendre l'évolution de ce quartier de la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ. Voilà. Donc voilà, à l'issue de la dernière campagne de fouille, le millefeuille. Donc vous avez la basilique ici au sud, le départ de mur de soutènement qu'avait vu Jean-Luc Fiche ici, et là tout le reste des bâtiments. Donc vous voyez,
On a des grands murs qui structurent le quartier. Et en dessous, en fait, tous les murs que vous voyez au centre des bâtiments, ce sont des murs qui sont antérieurs au forum. Voilà. Et donc là, en fait, on a un enchevêtrement de plusieurs structures, de plusieurs bâtiments qui sont abandonnés, qui sont détruits, ils sont remblayés, ils reconstruisent par-dessus, etc., jusqu'à la construction du forum. Voilà. Donc c'était un chantier qui est quand même assez complexe. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. On va partir des niveaux les plus anciens et puis on va revenir petit à petit jusqu'au changement d'air. Voilà. Donc, à l'origine de ce quartier, on a des bâtiments, donc deux habitations d'époque gauloise. Donc, vous voyez, alors en noir, ce sont les murs que l'on a vus. En gris foncé, ce sont les murs que l'on restitue parce qu'on a des tranchées de récupération de murs. On a aussi des effets de parois qui permettent de les restituer. Et en gris clair, en fait, ce sont des restitutions hypothétiques, voilà, pour fermer les bâtiments. Donc on est sur des plans de maisons quasiment typiques pour la période gauloise. Hein. Voilà, on est à la fin on est au tout début du IIIe siècle, entre le IIIe et le IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc ce sont quand même des cellules qui font entre 8 et 12, 15 mètres carrés. Certaines d'entre elles sont pourvues de banquettes pour s'asseoir et également d'aménagements divers, essentiellement à vocation domestique. On a des foyers, on a des rejets de céramique, de faune. On a une voie au centre en vert clair, VOI 816. Voilà, c'est une petite ruelle qui permet de desservir la pièce 827 à gauche et toute une série de pièces à l'est. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces murs qui sont à la base de la stratigraphie sont directement posés sur le rocher. Donc vous voyez la colline tout au fond. Donc on a vraiment fouillé jusqu'à la colline, hein, vraiment jusqu'au bout. Après c'est de la spéléologie, c'est plus de notre ressort. Donc on a décidé de s'arrêter là quand même, parce qu'il faut bien s'arrêter à un moment donné. Donc en fait ce sont des structures qui sont directement implantées sur le rocher. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ce rocher, en fait, il forme des terrasses, forme des paliers. Ce qui veut dire, c'est qu'ils ont vraiment... Alors, ils se sont peut-être servis du rocher comme carrière de pierre, déjà à la base. Ils ont creusé des paliers directement pour pouvoir y aménager ces pièces. Donc, ils ont construit les murs. Donc, certains murs font office de murs de soutènement, comme celui-là notamment. Voilà, qui fait office de mur de soutènement et qui suit parfaitement l'arête, vous voyez, le front de taille qui a été taillé ici, quoi. Voilà. À la suite de tout ça, tout est remblayé et en fait, ils occupent après les secteurs directement sur les remblais avec des sols en terre. Donc de ces sols, voilà, vous voyez des sols en terre avec des foyers. Certains foyers comme celui-là sont décorés. On aperçoit quelques lignes incisées qui forment des décors géométriques, avec du mobilier parfois étonnant, comme vous voyez cette petite amulette en bas qui est en fait une perle, ce qu'on appelle une perle masque, qui est produite sur les bords de la mer Noire. Donc il y en a moins de 10 il y en a je crois 7 ou 8 qui sont connus dans le sud de la France. Donc c'est un objet quand même qui est très très rare, d'origine phénico-punique. Et c'est la première fois qu'on en trouve en Brussomme. Voilà. Donc ça fait partie de ces petits objets insolites voilà, qui sont issus des échanges et des contacts avec des marchands venus des quatre coins de la Méditerranée. Sur ces sols en terre, à côté des foyers, donc vous voyez, vous avez le foyer ici, et ben on va retrouver également du mobilier en place. Donc là, il y a eu un incendie. On voit tout de suite le sédiment très très noir sur le côté. Cette habitation a subi un incendie. Et on va avoir voilà, les céramiques en place directement sur les sols. Et également des petits objets sympathiques, comme vous voyez ce chenet zoomorphe. Donc en fait, c'était les chenets qui étaient destinés en fait à supporter les bûches. Voilà, tout simplement. Et à l'époque, ils les faisaient en terre cuite et ils avaient une tête de bélier ou de cheval. Voilà. Donc lui, il a été fracturé en deux. On a retrouvé les fesses un petit peu plus loin, mais il est complet. Voilà. Donc ça fait partie de ces petits objets de la vie quotidienne que l'on a retrouvés. En plus, voilà, une cruche produite dans les environs de Marseille
Et ici, une coupe écrasée voilà, produite dans la région. Et également de cet habitat du deuxième âge du fer, eh ben, on va avoir des inhumations. On a retrouvé 2 inhumations de nouveau-nés. Alors il faut savoir qu'à cette époque, voilà, ils inhumaient les nouveau-nés dans les maisons, essentiellement sous les banquettes, dans des coins de murs. Les bébés n'étaient pas encore considérés socialement, donc ils n'avaient pas droit à la nécropole, et ils étaient enterrés directement sous les maisons. Et cette année, on a pu en retrouver 2. Voilà, deux petits bébés, quoi. Voilà. Bon, voilà, encore quelques exemples. Voilà, encore une pièce qui a subi un incendie. Vous voyez, c'est bien cramé. Là aussi, le mobilier en place. Donc là, on est sur des périodes un peu plus récentes. On est au tout début du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et pareil, dans ce niveau de sol, on a eu le mobilier encore bien conservé, avec essentiellement des importations en provenance de Campanie, en Italie, avec ses productions de céramique à vernis noir. Et vous voyez, là aussi, on a des banquettes parfaitement conservées, des banquettes en terre, voilà, qui forment un angle au bord, dans le coin de ces pièces. Voilà. À la suite de cet habitat protohistorique, donc dans la deuxième moitié du 2e siècle, alors malheureusement, on n'arrive pas à... On a bien envie de voir un peu l'effet de la conquête romaine à ce moment-là, mais malheureusement, on ne peut pas proposer de datation plus précise. On est entre 150 et 100 avant notre ère. Alors, on a des premiers aménagements particuliers qui se développent. Donc, je pense qu'à partir de cette époque-là, on n'a quasiment plus d'habitat. Toutes les habitations que vous voyez ici ont été complètement abandonnées, remblayées. On est encore en train de travailler sur les plans, c'est pas encore très clair, mais on pense qu'en fait les premiers édifices publics apparaissent dès cette époque. Mais il y en a un qui est très bien caractérisé, c'est le bâtiment que vous avez ici, à l'ouest. Voilà. Donc qui a été mis au jour l'année dernière, sous une des galeries du Forum. Et donc la particularité de cet espace, donc c'est un espace de plan carré qui fait 9 mètres carrés. Il a été aménagé en 2 temps. Dans un premier temps, donc, bon, ils construisent les murs. Ils mettent en place, vous voyez, une canalisation. Il faut savoir que voilà, on est dans une pente, hein, vraiment dans une belle pente orientée du sud vers le nord. Et donc pour pouvoir évacuer les eaux de pluie, puisque les pièces qui étaient au sud étaient ouvertes, ils ont aménagé des canalisations. Sur cette canalisation, il y avait un dallage. Et malheureusement, pour eux, je pense qu'en fait, ils ont eu des gros problèmes avec l'eau, puisque cet espace a été rapidement rehaussé. Et ils ont reconstruit par-dessus un autre dallage avec une autre canalisation ici. Vous voyez, on a 2 canalisations qui se superposent. Donc en fait, ils ont certainement eu besoin de rehausser les niveaux de sol pour pouvoir être hors d'eau. Voilà. Sachant qu'après, on a l'évacuation qui se fait par le nord, ici, sous le mur. Après, on n'a pas pu aller plus loin, ça a été hors des limites de fouilles et puis hors des limites de sécurité aussi, parce qu'on était quasiment à 1,80 m de profondeur à ce niveau-là, avec les paliers de sécurité. Voilà. Donc, une pièce qui a été aménagée en 2 temps, donc très beaux aménagements. Voilà le rendu dans les derniers états. Alors, une des particularités de cette pièce, c'est qu'elle est pourvue d'un joli dallage. Donc, pour rappel, on est quand même dans la deuxième moitié du 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc, on a une pièce qui est bien dallée. On a également des banquettes sur le côté. Donc, ça aussi, c'est pas anodin, hein. Les banquettes, c'est vraiment... vous allez le voir, beaucoup de pièces sont pourvues de banquettes sur 2, voire 3 côtés, ce qui illustre quand même que c'était certainement des lieux de réunion. Voilà. On trouve pas autant de banquettes dans l'habitat. Mais quand même, une des particularités de cette pièce, hormis ces aménagements, c'était la présence d'un dépôt, et notamment un dépôt guerrier, puisqu'on a retrouvé des épées, des fourreaux, un morceau de bouclier, et le tout associé à des mandibules de porc. Voilà. Donc on a certainement un dépôt... un dépôt guerrier, il faut savoir que voilà, on avait le culte du guerrier héroïsé à cette époque.
Donc on pense qu'en fait c'était une pièce qui était aménagée où étaient entreposées en fait les armes d'un des guerriers du village, de la ville, et, et dont on avouait un culte. Voilà. À la différence de ce qui se passe à 10 km au sud, à savoir dans la ville du Kellar, qui est enfouie depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant par Réjeanne Roure, qui est professeur à l'université de Montpellier, où là on a des dépôts d'armes, mais qui sont en fait en lien avec les ennemis qui ont été vaincus par les populations, et là où on exposait vraiment les armes et les têtes coupées de ces ennemis. Là, ce n'est pas du tout le cas. On a vraiment un dépôt particulier, on a juste les armes, on n'a pas d'ossements humains. Alors ces armes sont parties tout récemment en restauration pour être étudiées dès l'année prochaine après les opérations de restauration. Mais on a réalisé avant toute chose des radiographies, voilà, qui permettent de passer à travers les corrosions et de voir un peu plus en détail. Donc là, on voit cet embout de bouclier. Donc c'est cet élément métallique que vous voyez voilà, sur les boucliers gaulois. Mais on a également voilà, les épées. Vous voyez sur les bords les bordures des fourreaux, voilà, ici. Et vous voyez la portion bien blanche, là, ici au centre, qui est certainement le bout de la lame encore conservé à l'intérieur du fourreau. Voilà. Donc la radiographie nous permet, voilà, avant la restauration, d'avoir déjà une image de l'objet à la sortie de la fouille, parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'il est sorti, eh ben, la corrosion s'accélère avec l'oxygène. Ce qui fait, c'est qu'en attendant la restauration, ça permet d'avoir une sauvegarde, on va dire, de l'état de l'objet. Voilà. Alors, ces bâtiments, voilà, on est dans cette configuration-là jusqu'à la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc on a quand même, c'est ça qui est important, c'est que dès la deuxième moitié du 2e siècle, on a la construction d'un premier bâtiment public. Voilà. De tradition quand même gauloise. Voilà. Mais les choses s'accélèrent, première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc vous vous rappelez, reconnaissance par le pouvoir romain, reconnaissance du peuple des Volcare comiques, et attribution du statut d'oppidum latinum vers 50 avant Jésus-Christ. Donc on est dans ces périodes-là, et là on a vraiment une accélération en fait des constructions dans ce secteur. On a déjà l'implantation sur une des pièces de la maison gauloise ici d'un espace certainement à vocation domestique, mais qui peut être en lien, on va dire, avec le logement peut-être des notables ou du personnel administratif qui travaillait dans ce secteur-là. Voilà, de cet aménagement, qu'est-ce que l'on a? Vous voyez un joli vase votif en place dans les fondations. Et on a également plusieurs étapes d'aménagement, avec notamment dans la partie nord de la pièce, le cellier, avec des fonds de jarres, des dolias. Voilà, ce sont des grosses jarres de stockage qui étaient essentiellement dédiées à la vinification à l'époque romaine, mais qui, à l'époque proto-historique, à l'époque tardo-républicaine, pouvaient également servir au stockage de denrées alimentaires. Et il faut savoir que là, on a retrouvé, vous voyez, dans cette partie nord, on a retrouvé les fonds de ces dolias qui sont encore conservés en place, avec ici, dans la partie sud, des aménagements certainement en lien avec les confections culinaires, et notamment le pain, puisqu'on a retrouvé des fours, ici. On a retrouvé cette structure carrée qui pourrait être un support de meule pour le grain, avec le plan de travail ici, juste devant. Et on a également retrouvé, je crois qu'on le voit sur la photo d'après, on a retrouvé également des supports ici, certainement en lien avec des petits fours portatifs, voilà. Donc ça rappelle un peu les tanours qu'on trouve encore au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, où on colle les galettes de pain directement sur les parois. Voilà, on avait ce type de four au début de l'époque romaine. Et on a également retrouvé, alors voilà, c'est ici, toute la partie noire que vous voyez ici, et bien en fait ce sont des graines. Ce sont des graines carbonisées. En fait, on a toute une partie de la cargaison de ces dolias qui a été retrouvée carbonisée à la suite d'un incendie et qu'on met du coup en lien
avec ce stockage de denrées alimentaires. Et parmi ces graines, on a retrouvé également des fragments de galettes de pain carbonisées. Voilà. Alors, entre 50 et 25, donc troisième quart du 1er siècle avant Jésus-Christ, on a la construction, là, voilà, alors on a la pièce que j'ai montrée qui est ici, voilà, qui est divisée en deux. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a des petits aménagements, des petites modifications dans l'architecture, voilà, que je vais pas détailler, qui sont minimes pour illustrer le propos. Mais vraiment, une des phases importantes, c'est vraiment ce troisième quart du 1er siècle avant Jésus-Christ, puisque l'on a la construction d'un nouveau bâtiment public, ici. Voilà, c'est l'espace 819, hein, qui est matérialisé, en fait, vous voyez, par ces murs, là et là. Donc on n'a que la moitié sud, la moitié nord, on la restitue en symétrie. Voilà, c'est les études architecturales que l'on a fait. On peut restituer une symétrie, donc ça fait quand même un bâtiment qui fait 8 à 9 mètres de côté, qui est ouvert à l'ouest par une colonnade. Donc vous voyez, il nous reste encore une colonne qui était conservée en place. Donc c'est ce qu'on appelle un bâtiment en grand appareil. On a des gros blocs de 1 mètre de côté, en calcaire lacustre, c'est du calcaire avec des microfossiles à l'intérieur, issus de carrières locales, des environs d'Aigues-Vives, Mus, Sommières. Voilà, ce sont des carrières qui sont très bien connues dans la région. Et donc en fait on a des comparatifs pour ce type de bâtiment. À Nîmes, également à Glanum, je crois que j'ai des comparaisons à côté, voilà. Voilà, par exemple, ça c'est un exemple qui a été trouvé dans le quartier de Villa-Roma, à côté des jardins de la Fontaine à Nîmes. On a plusieurs édifices de ce type à Glanum, à Saint-Rémy-de-Provence. Bon, ça va être difficile de retrouver la fonction exacte de ce bâtiment parce que malheureusement les sols n'ont pas été conservés. Le bâtiment a été fortement détruit au tout début du règne d'Auguste pour la construction d'autres bâtiments publics. Mais on a quand même l'illustration d'un bâtiment en grand appareil, voilà, dont on a plusieurs occurrences dans la région. On sait qu'il y en a un aussi à Villevieille, à 10 km au nord d'Ambroussum, qui avait été diagnostiqué dans les années 90. Puis il y en a un ou deux qui ont été retrouvés récemment par les collègues de l'INRAP dans le cadre de l'archéologie préventive, je crois il y a 1 an ou 2 ans. Voilà, donc ce sont des bâtiments que l'on est amené à retrouver dans les centres de ces villes d'origine proto-historique, et qui pourraient être des bâtiments administratifs, des bâtiments à vocation cultuelle. Un des éléments, on va dire, en lien avec les niveaux de circulation, ce sont en fait, je vais revenir sur la diapo précédente, alors, on le voit sur la diapositive. Vous voyez, on voit des lignes assez bien marqué dans ce niveau. En fait, c'est un niveau d'éclat de taille. En fait, ils ont amené les matériaux sur place, ils ont taillé les blocs sur place et ils ont laissé leurs déchets. Ce qui a permis en fait d'avoir un radier pour pouvoir installer les sols. Et ce qui est marrant, c'est que vous voyez, on a des lignes, ça fait des lignes directement sur ce radier. Et en fait, on pense que c'est un patron pour pouvoir installer un dallage. Voilà, parce qu'on voit qu'on a en fait, ça fait des carrés. Voilà, on a des carrés de manière très, très régulière qui se développent directement sur ce niveau d'éclat de taille. Et donc on pense qu'on a un patron en fait, qui permettra après ensuite l'implantation d'un dallage. On n'a rien retrouvé de ce dallage. Hein. Voilà, tout a été récupéré. Voilà. Ensuite, c'est pas fini. Hein. Alors, avènement d'Auguste, vers 27, et là, qu'est-ce qui se passe? On détruit ce bâtiment, et on en reconstruit d'autres. Voilà. Donc, pas trop d'économie de moyens. Là, on est dans une période, vous voyez, qui est très très particulière. Hein. C'est-à-dire qu'on a quand même des bouleversements politiques, administratifs. C'est pour ça que j'ai un peu insisté sur le contexte politique en début de conférence. Et c'est certainement, en fait, ces changements qui ont induit, on va dire, des modifications de ces bâtiments administratifs. Vous voyez, on a un plan qui est totalement différent dans le dernier quart du 1er siècle avant Jésus-Christ, avec certainement la basilique à cette époque, la place publique, et également, vous voyez, qui donne directement sur
La ruelle d'origine proto-historique qui est toujours d'actualité. Donc on a une conservation de certains murs de l'habitat proto-historique qui sont encore utilisés au tout début de l'époque romaine. Et une ruelle qui débouche sur des grandes pièces avec des banquettes en marron. Voilà. Ce secteur domestique qui perdure également ici, avec une extension au nord. Et vous voyez, le bâtiment que je vous ai présenté en grand appareil, en fait, il est complètement démonté. Vous voyez, on voit la colonne qui émerge ici, en bas à droite, sous le dallage. Alors ça, c'est un dallage qui est postérieur. Vous voyez, il est complètement englobé dans ce dallage. On voit ici le mur sud du bâtiment grand appareil. Et en fait, on a une pièce qui est totalement dallée. Voilà, les deux espaces qui sont au nord sont dallés. Ces espaces en gris, ici. Ce dallage a été en grande partie épieré, récupéré, mais heureusement, ils nous en ont laissé quand même de beaux restes, encore en partie en place, qui nous permettent de restituer ces grandes pièces dallées. Et donc, en parallèle de l'habitation à l'est, on a une extension des parties résidentielles au nord, avec la construction de cette pièce résidentielle, avec un sol en dur, en béton de Tuileau, et des décorations murales. Donc là, ils nous ont laissé quand même 50 cm d'élévation, avec un bel enduit rouge, et il faut savoir que la deuxième partie de l'enduit, lui, était blanc, parce qu'on a retrouvé dans l'effondrement, tout l'effondrement de ce mur, et qu'on avait des enduits à deux couleurs, rouge et blanc. Voilà, ce qui nous permet de restituer le décor. Il faut savoir que l'enduit et une partie du sol ont été récupérés. Le sol va partir en restauration, l'enduit, lui, est revenu de restauration. Et l'idée, c'est que dans le musée qui est en contrebas du site, on va restituer une partie de cette habitation. Et à l'ouest, donc le bâtiment cultuel avec le dépôt d'armes, lui, est complètement scellé. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a quand même cet édifice perdure jusqu'à l'avènement d'Auguste. Les armes ont été mis en dépôt dans cette banquette jusqu'à ce qu'on les retrouve. Et tout ça a été remblayé, ils ont mis de la terre par-dessus, ils ont rehaussé le niveau et ils ont installé un nouveau dallage. Voilà. Malheureusement, on n'a pas plus d'infos, parce qu'après on était en limite d'emprise, mais on a quand même une pièce avec un beau dallage en calcaire coquillé qui se développe, donc certainement une pièce à vocation publique, comme le reste du bâtiment central. Voilà. Mais bon, ça ne suffit pas. Ce plan, le plan, je ne sais pas pourquoi, ça ne leur convenait pas. Il fallait faire quelque chose d'un peu plus romain. Donc ça va encore bouger. Mais déjà, pour vous montrer quand même voilà, la basilique, la basilique même si on a très peu d'éléments pour dater sa construction, le plan du bâtiment est assez parlant, puisqu'on a en fait un savant mélange entre les traditions de bâtiments, de salles de réunion publiques d'époque tardo-républicaine. Donc vous voyez ces pièces à colonnade centrale, le plan rectangulaire, voilà, que l'on retrouve dans différents sites, notamment en Provence, voilà, qui rappellent beaucoup ce que l'on a en Brussomme. Mais la particularité de la basilique d'Ambrussum, c'est que l'on a ces pièces au sud, qui elles rappellent le plan, on va dire, canonique de la basilique selon Vitruve, qui vers les années 20 avant Jésus-Christ avait conçu voilà, un plan basilical quasiment de ce type, hein, avec la petite exèdre, ce qu'on appelle une exèdre, voilà, cette pièce axiale, certainement dédiée en fait au lieu de réunion des élites. Voilà. Donc en fait, la basilique d'Ambrussum, on a un savant mélange entre les traditions on va dire gauloises et les traditions du début de l'Empire romain. Du coup, on sait qu'à partir de cette période, la basilique était certainement déjà construite, mais rien n'exclut le fait qu'on ait un bâtiment public d'époque gauloise sans les pièces au sud qui auraient pu être rajoutées dans un deuxième temps. Malheureusement, on ne pourra jamais le démontrer. Voilà, ça restera de l'ordre de l'hypothèse. Au changement d'ère, voilà, donc on est changement d'ère, 15 premières années du 1er siècle après Jésus-Christ. On détruit tout.
ont remblé. Donc vous voyez les épais remblés que ça a dû générer. Ce qui a d'ailleurs permis la conservation de tous ces vestiges. Hein, voilà. Ils ont remblayé tout ça, ils ont construit toute la plateforme que je vous ai présentée en introduction. Donc là vous voyez ben, voilà, les bâtiments proto-historiques tout au fond, et petit à petit, ben, les gros remblais de pierre. Donc il faut savoir que dans certains secteurs, on est descendu à 2 mètres de profondeur, et il n'y avait quasiment que des cailloux. Voilà. Ils ont tout remblayé pour pouvoir installer cette plateforme, et y construire vraiment ce qu'on appelle vraiment le forum. Voilà. Dernière étape de l'évolution du centre public d'Ambrussom, et ben c'est cet état-là. Voilà. Alors, ils construisent, ben c'est quasiment un bâtiment symétrique par rapport à la basilique, hein, on le voit très très bien. On pense qu'en fait la basilique a été déclassée, elle ne sert plus de basilique, et qu'ils en auraient construit en fait une deuxième, tout au nord, voilà, ici, avec des gros piliers, des galeries, un espace central qui était ouvert. Donc il y a plusieurs hypothèses. Soit on est dans un plan typique, on va dire basilique, place publique, aire sacrée. Voilà. Soit on a un déclassement de ce bâtiment comme basilique, et la basilique en fait est transférée dans ces bâtiments-là, et ce bâtiment change de fonction. Voilà. Malheureusement, de ces bâtiments-là, on n'a que les fondations. Quasiment aucun niveau de sol n'a été retrouvé. Tout a été complètement épierré, arasé. Voilà. Néanmoins, vous voyez, là on a un bâtiment qu'on retrouve dans plusieurs plans de forums d'époque romaine à travers l'Empire, très très typique. Et c'est vraiment le stade ultime de ce forum avec la place, la voie pavée qui mène directement ici. Alors, à l'époque flavienne, vers les années 60-100, les charrettes ne peuvent plus passer par la place d'Allée, donc ils ferment la place ici. On a quand même une petite porte piétonne, et les charrettes contournent la place ici à l'est. Mais les piétons, si les piétons ne veulent pas passer par ici, ben, ils peuvent toujours contourner à l'est par une petite ruelle. Voilà. Donc vous voyez, voilà quelques illustrations de ces remblais, mais également de ces fondations très très profondes, jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 30 de profondeur. Ils sont descendus jusqu'au rocher, hein, voilà, ils sont allés vraiment se poser sur le rocher. Voilà, vous avez vu la vue de certains de ces piliers qui étaient voilà, destinés à supporter quand même une toiture, une élévation très très haute. Donc un bâtiment qui devait en imposer. Voilà. On a également des aménagements pour l'évacuation de l'eau, on a des barbacanes. Donc ça, c'est des aménagements dans le cadre du chantier de construction, voilà, pour la gestion de l'eau. Pendant l'utilisation des bâtiments, eh ben, on a toute cette canalisation qui permettait d'évacuer les eaux. Par contre, on ne sait pas si c'est des eaux qui proviennent des eaux pluviales, ou si c'est d'évacuation d'eau de bâtiments thermaux qui seraient situés juste à côté. C'est encore le secteur qui nous reste à fouiller, voilà, pour lui répondre. Voilà, c'est encore un point d'interrogation. On a quand même toute une gestion maîtrisée de l'eau sur l'oppidum, si bien qu'il y a quand même l'hypothèse, est-ce qu'il y a une récupération des eaux de pluie par une citerne ou un autre système? Malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore sur l'oppidum. On sait juste que dans la station routière, il y a 4 puits qui permettaient l'alimentation en eau, au moins de la station routière. Voilà, bah, jolie quand même parce qu'elle est sympa. Une petite illustration de la voie pavée qui permettait de contourner le forum à l'est. Voilà. Bon, ça fait un peu coupe-gorge, je vous l'accorde, ça fait que 80 cm de large. Hein. Voilà. Bon, mais bon, enfin. Non, ça je ne reviens pas là-dessus. On a une pièce, vous voyez, une pièce ouverte ici à l'est. Donc ça rappelle un peu, si vous connaissez le site de Murviel et Montpellier, le forum. Autour du forum, on a plusieurs pièces, peut-être des pièces qui étaient dédiées à accueillir les notables, mais également des chapelles, parce que se pose la question du financement. Voilà, de ces bâtiments. On n'a aucun texte qui les mentionne, mais est-ce que c'est le pouvoir romain qui avait mis en place la station routière en contrebas qui ont financé ces travaux? Est-ce que ce sont les notables d'Ambrussom qui ont financé ces travaux? Voilà, c'est quand même une question sur laquelle on va se pencher, qui est très intéressante et qui est en lien avec la construction, voilà, de ces bâtiments tout à fait particuliers.
Mais on peut avoir ce type de, peut-être de petites chapelles avec des statues honorifiques sur les côtés. Donc là, c'est là où on a retrouvé le seul niveau de sol en place du forum. Donc vous voyez, c'est une pièce avec un très beau seuil en calcaire. Et là, vous voyez le négatif d'un carrelage, ce qu'on appelle un opus sectilé, donc en alternance de carreaux et de losanges. On a retrouvé à certains endroits incrustés de l'ardoise, des sébènes. Donc pour les tons, on a certainement une bichromie noire et blanche. Le blanc était fait soit par du calcaire, soit par du marbre. Ça, bien sûr, ils ne nous ont rien laissé. Hein. Ils nous ont laissé que les lozes. Mais qui permettent quand même de restituer voilà, une pièce avec ce type de décor. Et donc voilà une restitution 3D de ces bâtiments. Voilà. Donc il faut savoir qu'avec le musée, on a monté une application qui s'appelle Androsum 3D, qui est gratuite, hein, que vous pouvez télécharger sur les Google Play et l'Apple Store, et sur lequel en fait, vous pouvez faire une visite en réalité augmentée directement sur le site, même n'importe où vous vous trouvez avec l'application, vous sélectionnez les secteurs qui ont été fouillés, et vous avez les restitutions en 3D de la station routière, des maisons gallo-romaines, et également bien sûr du forum, et le tout agrémenté de petites interventions filmées durant la fouille, voilà, où là, les différents acteurs et tous les différents collègues sont intervenus. Voilà. Le forum est abandonné au début du IIe siècle, avec le reste de l'agglomération. Et donc après, il sert carrément de gros chantiers de récupération des matériaux. Donc vous voyez, on a retrouvé quelques éléments de décor, donc ces épées remblées qui dataient essentiellement voilà, entre le IIe et le début du Ve siècle. Voilà, ces épées remblées liées à la récupération des matériaux. Mais qui ont une particularité, c'est qu'ils ont livré quand même pas mal de monnaies. On a une cinquantaine de monnaies de cette période-là, ce qui est quand même intéressant. On ne pense pas que ça soit en lien avec ces récupérateurs de matériaux, ça fait quand même beaucoup de monnaie, mais on pense qu'il y avait encore une fonction symbolique de ce quartier qui était encore en partie en élévation, et à voir s'il n'y avait pas encore des dépôts depuis la voie, directement de dépôts d'offrandes, de dépôts rituels directement dans les ruines de ce centre public. Voilà, ça c'est aussi une des problématiques, une des questions que l'on va se poser avec Marie-Laure Lebrasidec qui est en charge de l'étude numismatique. Voilà. Et donc voilà quelques images des relevés lidar que l'on a fait et en multispectral de la colline que l'on va exploiter pour les mois à venir. On va réaliser une prospection complémentaire sur certains points mis en évidence par le lidar. Et on voit notamment des anomalies, hein, et une des plus flagrantes, c'est vous voyez ce rectangle ici, voilà, bien orienté qui suit la même orientation que le forum, avec une petite voie connectée à la voie principale, voilà, donc directement en contrebas. Donc voilà, on a pas mal d'anomalies comme ça qui sont sorties grâce au lidar et que l'on va les vérifier sur le terrain. L'idée, ça va être de compléter le plan, voilà, de proposer un plan beaucoup plus complet, qui ne sera pas phasé bien sûr, mais on aura quand même des trames qui permettront par la suite de prévoir de prochaines zones de fouilles. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.